Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une vue générale et brève sur la physiologie du système digestif. Donc notre tube digestif commence par une ouverture et se termine par une ouverture. L'ouverture proximale, elle est représentée par la bouche. L'ouverture distale, elle est représentée par l'anus. Donc le travail digestif, il va assurer la transformation des aliments complexes en nutriments assimilables par les cellules de l'organisme, grâce aux 4 fonctions qui sont, on a la motricité qui est due à la contraction du muscle lisse, voilà. Ensuite, on a la sécrétion qui est assurée par les glandes exocrines. Troisième fonction, c'est la digestion, bien sûr, qui débute dès la mastication et se poursuit dans l'estomac et l'intestin grêle. Quatrième fonction, c'est l'absorption, son siège principal est dans l'intestin grêle et qui va faire passer dans le sang, bien la lymphe pour les lipides et les vitamines liposolubles, les petites molécules absorbables. Voilà. Donc, en ce qui concerne la composition de ce système digestif, donc on a en premier lieu la cavité buccale qui va se poursuivre par le pharynx qui se compose de 3 étages. On a le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx qui va se prolonger par l'œsophage qui est un conduit musculo-membraneux. L'œsophage va s'aboucher dans l'estomac. L'estomac, c'est l'organe le plus dilaté en forme de J dans le système digestif. L'estomac va ensuite donner le duodénum qui est la partie initiale de l'intestin grêle. L'intestin grêle va se poursuivre par le jéjunum et l'ilion. L'ilion va s'aboucher dans le cécum qui est la partie initiale du côlon par la valvule iliocécale. Ensuite, on a le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. Le côlon sigmoïde qui va se terminer par le rectum. Voilà, donc ça, c'était, ce que je viens de citer, c'était les organes creux. En ce qui concerne les organes pleins, ce sont les glandes annexes, représentées par le foie, voilà, c'est la glande la plus volumineuse de notre organisme, qui va synthétiser la bile et va la stocker dans la vésicule biliaire. Deuxième glande, elle est représentée par le pancréas exocrine, qui va sécréter du suc pancréatique, qui va participer dans la digestion de pas mal d'aliments. Voilà. Alors, en ce qui concerne, on fait un petit rappel histologique. Alors, la paroi digestive, elle est faite de 5 tuniques. De la profondeur à la superficie, on a tout d'abord une muqueuse. Puis on a une sous-muqueuse, la muqueuse, après on a la musculeuse de la muqueuse, après on a une sous-muqueuse comme troisième, après on a une musculeuse qui est faite de 2 couches, circulaire interne et longitudinale externe, et à la fin on a une séreuse qui est représentée par le péritoine au niveau de l'abdomen. Par contre au niveau du thorax on a l'œsophage, donc l'œsophage elle présente pas une séreuse, plutôt une adventice. Voilà. Donc en ce qui concerne l'innervation du tube digestif, elle est assurée par 2 systèmes. On a le système intrinsèque qui est appelé le système entérique. Alors il est composé de 2 plexus. On a le plexus méentérique, bien le plexus d'Auerbach, qui est situé dans la musculeuse entre les 2 couches, circulaire et longitudinale. Il va assurer la motricité de la digestion et tout. Le deuxième plexus, c'est le plexus sous-muqueux ou bien le plexus de Meissner. Alors, il est situé dans la sous-muqueuse. Il va assurer la sécrétion gastro-intestinale et le débit sanguin local. En ce qui concerne le deuxième système, donc là c'était le système intrinsèque, on a le deuxième système, c'est le système extrinsèque assuré par le système sympathique et parasympathique. Donc le système sympathique, il est médié par la noradrénaline qui va inhiber la motricité tout ce qui est dans le système digestif. Le parasympathique, il est médié par 2 voies. On a une voie cholinergique et une voie non adrénergique, non cholinergique. Son rôle est de stimuler la motricité digestive. Alors, comme on a dit, la digestion commence dans la bouche. C'est là où on va assister à la phase
bucco-œsophagienne qui se passe en 3 phénomènes. Donc, on a 3 phénomènes qui vont se passer pendant la phase bucco-œsophagienne. Donc on a la mastication, puis on a la salivation et la déglutition à la fin. Donc la mastication, c'est le fait de mâcher les aliments. Donc c'est une activité mécanique. Voilà, donc c'est le fait de mâcher les aliments et de malaxer les aliments qui est faite grâce aux muscles masticateurs et des dents aussi, la langue aussi qui va participer. Donc en même temps, on va avoir la salivation. Donc la salivation, c'est le fait de lubrifier tous les aliments et elle est assurée par les glandes salivaires. Donc on a des glandes principales qui sont 3 paires. Donc on a la parotide, la sous-maxillaire et les sublinguales. On a aussi d'autres glandes accessoires. Alors également la salivation, elle va assurer des enzymes, donc elle va contenir plutôt des enzymes, notamment l'amylase salivaire qui va digérer l'amidon partiellement. Voilà, aussi elle va contenir des IgA qui ont une action immunitaire. Voilà, donc à la fin, on va obtenir un bol, donc c'est le bol alimentaire qui sera avalé. Et là, on parle de la déglutition. Donc la déglutition, c'est le fait d'avaler le bol alimentaire et quand elle est faite, ou bien elle passe par 3 temps. On a tout d'abord le temps buccal qui est un temps volontaire et c'est la langue qui va pousser le bol au pharynx. Puis on a un temps pharyngien qui est un temps involontaire bien sûr. Donc il est très court et voilà, on va assister à une brève apnée parce qu'on aura la fermeture de la glotte, voilà, pour ne pas laisser le bol alimentaire faire une fausse route et passer dans la trachée, voilà, donc c'est ici, c'est en avant de l'œsophage. Puis le troisième temps, c'est le temps œsophagien qui débute par l'ouverture du sphincter supérieur œsophagien. Voilà, donc là, le bol alimentaire, il passe, donc il sera conduit par l'œsophage qui va le déplacer par un mouvement de péristaltisme assuré par la contraction donc péristaltique des 2 couches longitudinales et circulaires de l'œsophage. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'œsophage. Voici, donc j'ai mis ici une petite représentation par endoscopie. Voilà, donc la muqueuse interne de l'œsophage qu'on voit ici, elle est de couleur rosée, voilà. Et on peut voir aussi la fermeture du sphincter, voilà, donc des contractions péristaltiques. Voilà le péristaltisme, comment il se passe. Donc il est involontaire, bien évidemment. Il va assurer le passage du bol. Alors, donc, on arrive à l'estomac. Donc, au niveau de l'estomac, on a le premier sphincter, donc c'est le sphincter supérieur de l'estomac et en même temps le sphincter inférieur de l'œsophage, donc c'est le cardia. Alors, donc ce sphincter-là, il va assurer ou bien il va protéger voilà, notre corps des reflux gastro-œsophagiens qui vont provoquer des brûlures au niveau de l'œsophage. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'œsophage, on n'a pas des mucocytes qui vont sécréter voilà, du mucus pour protéger la paroi œsophagienne contre l'acidité gastrique. Par contre, au niveau de l'estomac, on sait qu'on a du mucus qui va capter les bicarbonates, voilà, qui va former comme un film protégeant l'estomac. Voilà, donc on arrive à l'estomac qui va s'ouvrir par le cardia, voilà, pour céder le passage au bol alimentaire. Donc on va parler un petit peu des fonctions de l'estomac. Voilà. Alors l'estomac, donc elle présente 3 fonctions. Donc principalement c'est une fonction sécrétoire. Donc on a sécrétion exocrine, sécrétion endocrine et on a également une 3e fonction qui est la vidange gastrique, qui est une fonction motrice. Voilà, donc notre estomac est divisé en 2 parties. Voilà, donc on a un estomac proximal et un estomac distal. D'accord. Alors, la présence des nutriments, donc une fois les nutriments, donc ils passent, ou bien le bol, il rentre au niveau de l'estomac, il va provoquer une distension, une dilatation de l'estomac. Donc cette distension va stimuler les cellules G qui vont sécréter de la gastrine et la gastrine va stimuler la sécrétion acide. Et également, on n'a pas que la gastrine qui va stimuler la sécrétion acide, on a également l'acétylcholine et l'histamine par voie paracrine. Voilà, donc à la fin du repas, donc l'acidité va être très très importante. Elle va provoquer ou bien elle va stimuler les cellules D,
Voilà les cellules D qui vont sécréter de la somatostatine. La somatostatine va inhiber les cellules G pour ne plus sécréter de la gastrine et donc voilà, on aura la diminution de l'acidité. On a également au niveau du duodénum quelques autres substances inhibitrices ou bien d'autres hormones qui sont la CCK, la sécrétine, le GIP, le VIP. Donc toutes ces hormones-là vont inhiber la sécrétion acide. Donc ça c'était la phase intestinale plutôt. Donc au niveau de l'estomac toujours, on a donc en ce qui concerne l'activité électrique. Parce que la digestion, elle se passe, elle est assurée surtout par des nerfs, donc on a l'implication des nerfs, surtout le nerf vague ici. Donc on a une activité électrique. On a tout d'abord le rythme de base. Le rythme de base, il est situé dans la partie supérieure. C'est un rythme qui est présent, que ça soit un repas ou la makash, en dehors et lors du repas. Alors, il est médié par les cellules de Cajal. Donc, c'est les cellules de pacemaker. Donc, ils sont situés dans la partie proximale de l'estomac. Et donc, ils présentent des ondes de dépolarisation lente de 3 cycles par minute sur lesquelles viennent des spikes. Donc, c'est des ondes de dépolarisation plus rapides. Et ce qui va donner, donc les spikes, ils vont donner une activité mécanique propulsive vers le pylore, parce que c'est ça le but, c'est de déplacer les aliments vers le pylore pour qu'ils rejoignent le duodénum. Donc voilà, c'est des activités propulsives de 1 cm par seconde, et ça c'est lors du repas. Donc l'activité péristaltique, elle est observée lors du repas. Par contre, le rythme de base, il est observé même en dehors du repas. Donc, comme je viens de le dire, l'estomac est divisé en 2 parties. On a l'estomac proximal et l'estomac distal. L'estomac proximal, c'est un réservoir, on dit. Donc, il sert à surtout mélanger les aliments avec les sécrétions acides. En ce qui concerne l'estomac distal, donc, il présente une activité péristaltique propulsive pour déplacer les aliments. Donc c'est l'estomac distal qui est constitué de l'antre pylorique. En ce qui concerne le pylore, donc le pylore c'est un sphincter anti-reflux duodéno-gastrique pour empêcher le retour des aliments une fois il le traverse. Une fois il traverse le pylore, c'est bon, il n'y a pas de retour. Donc une fois on a donc le passage le passage, donc ça c'est en ce qui concerne la vidange gastrique, comment elle se passe. Donc les aliments, ils vont se déplacer. En même temps, ils sont mélangés avec le suc gastrique. Donc ils arrivent ici. Donc la pression, elle va augmenter. Et puisque la pression elle va augmenter, elle va tout d'abord la pression تكون faible. Et qui تكون faible, on aura le passage seulement des liquides. Puis la pression elle va augmenter. Une fois elle augmente la pression, le pylore il se ferme pour empêcher le passage des molécules non digérées. Il se ferme pour les laisser encore du temps. Les animaux, ils continuent leur digestion. Et là, on va avoir des ondes péristaltiques, des mouvements de va-et-vient, et c'est le péristaltique. Voilà, le péristaltisme. Une fois, c'est bon, et ça, là, ici, à ce moment-là, qu'on aura la transformation du bol en chyme. Alors, ce chyme-là, il va vraiment, la pression, elle va augmenter, et donc, on aura l'ouverture rapide du pylore, et on va assister à une systole pylorique. C'est une éjection du chyme vers le duodénum. Voilà. Alors, au niveau du duodénum, donc à ce moment, donc voici quelques images qui montrent la vidange gastrique, comment se fait. Voilà, donc le sens de la nourriture, il est en bas toujours, le pylore il est fermé au début, voilà, le chyme, il se mélange, après il s'ouvre, voilà, donc il passe. Voilà, donc une fois dans le duodénum, on aura la sécrétion de la sécrétine. La sécrétine et la CCK principalement. Alors ces deux hormones-là, ils sont sécrétés déjà à cause de quoi? À cause de l'acidité et de la présence des lipides dans le chyme. Donc le chyme il arrive dans le duodénum, il contient un pH acide et des lipides partiellement digérés. Alors ces deux hormones, qu'est-ce qu'elles vont stimuler? Donc ces deux hormones, elles vont stimuler la sécrétion de la bile. Qui est stockée au niveau de la vésicule. Elle était synthétisée par le foie et stockée dans la vésicule biliaire. Donc elles vont stimuler la sécrétion de la bile et du suc
pancréatique qui contient bien sûr des enzymes amylolytiques, donc l'amylase pancréatique, on a protéolytique, on a aussi la lipase pancréatique, voilà, donc ça en général, voilà, on a des enzymes qui seront déversées avec la bile, donc la bile elle sera conduite par le canal cholédoque et le suc pancréatique par le canal de Wirsong. Donc les deux là, ils vont s'aboucher et former l'ampoule de Vater qui va s'ouvrir dans le sphincter d'Oddi. Donc le sphincter d'Oddi, il s'ouvre lors de la digestion bien sûr, pour laisser donc la bile et le suc pancréatique se déverser dans le duodénum. Voilà, donc la bile elle sert à quoi? Donc la bile elle sert à, elle contient déjà des sels biliaires qui vont assurer l'émulsion des lipides pour faciliter le travail des enzymes, des lipases et tout. Voilà, donc alors, les aliments, voilà, et donc les aliments qui deviennent de plus en plus, voici donc toujours. Alors, les aliments qui deviennent de plus en plus des unités simples à cause de ou bien grâce à la digestion, arrivent enfin dans l'intestin. Donc, la cellule absorbante ici, donc on aura l'entérocyte. Donc, ils arrivent au niveau de l'entérocyte et où ils vont finir définitivement leur digestion. Voilà, grâce à des disaccharidases, des protéases, d'autres lipases, voilà, donc finir complètement pour qu'on obtienne à la fin quoi? Donc pour les sucres, donc les aminoglycosides, les trois sucres simples, le glucose, le galactose et le fructose, donc ce sont les trois sucres simples qui peuvent être absorbés au niveau de l'entérocyte. Pour les lipides, c'est des acides gras et pour les protéines, ce sont les acides aminés. Voilà, donc ils seront absorbés ces nutriments-là pour passer dans la circulation sanguine et pour être distribués à tous les tissus de notre organisme. Donc voilà. En ce qui concerne, juste un petit mot pour les lipides, parce qu'on a une caractéristique ou bien une particularité pour les lipides qui vont passer tout d'abord dans la circulation lymphatique, ils vont rejoindre en premier lieu la circulation lymphatique par ou bien à travers les chylomicrons, bien les kilomicrons. Donc ensuite, ils vont rejoindre la circulation sanguine où ils seront véhiculés par les lipoprotéines parce que ce sont des substances liposolubles, ils peuvent pas circuler librement. Et également les vitamines liposolubles A, D, E, K. Voilà. Donc, oui. Alors ça, on a fini l'absorption, on a tout fini. Donc, en dehors du repas, je vais parler d'une petite notion avant de parler du côlon. Donc, en dehors des repas, c'est-à-dire en période interdigestive, on a la présence d'un complexe qui s'appelle le complexe migrant-moteur. Donc qui va réguler notre système pendant cette période et son rôle principal est de vider l'estomac de tous les résidus non digérés bien sûr qui restent dans l'estomac ou bien aussi le grêle pour qu'ils passent dans le côlon. Voilà, et qui va assurer leur élimination sous forme de matière fécale. Voilà. Donc ça c'est le côlon. Alors le côlon, donc il va assurer la concentration des matières fécales et ce phénomène de concentration pour les rendre compactes. Voilà. Et il se fait comment? Donc il se fait bien sûr par la réabsorption de beaucoup d'eau avec bien sûr le sodium et le chlore et en présence de l'aldostérone qui est une hormone de l'équilibre hydrique. Aussi donc le côlon il va produire du mucus pour se protéger de 1 et de 2 pour faciliter le déplacement des matières fécales. Voilà. Alors le côlon, il est caractérisé par, donc voici une petite image par colonoscopie, donc la muqueuse du côlon, donc on voit l'absence des villosités parce qu'on n'a pas besoin ici, on n'a pas d'absorption. Voilà. Donc voilà. Alors, le côlon, il est caractérisé par une centaine de milliards de bactéries, qui est le microbiote intestinal, anciennement appelé la flore bactérienne. Donc ces bactéries-là, c'est des bactéries qui ne sont pas nocives, ils sont bénignes et ils sont très très importantes et ils vont assurer surtout une activité métabolique importante, notamment la production de certaines vitamines comme la vitamine K. Voilà. Alors,
Donc ça c'est en général en ce qui concerne le côlon. Donc le côlon il se termine par le rectum en bas. Le rectum il sert à stocker les matières fécales et il présente deux sphincters. Donc un sphincter au niveau de la jonction bien sûr recto-anal parce qu'on a le rectum puis on a le canal anal qui s'ouvre par l'anus. Donc on a la présence de deux sphincters. Le premier, il est involontaire, formé par l'épaississement du muscle lisse. Et le deuxième, il est volontaire, formé par l'épaississement du muscle strié. Et c'est tant mieux parce que le deuxième sphincter va rendre le phénomène de défécation volontaire. C'est nous qui décidons. Voilà, c'est nous qui décidons quand on fait la défécation et on parle ici de la continence. Donc voilà, on a le phénomène de continence, c'est le fait de garder ou bien de tenir ses selles, ses matières fécales, et l'évacuation, c'est le fait voilà de vider son intestin, son côlon, voilà son gros intestin. Alors voici, donc on a fait le tour du système digestif. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc je vous dis merci pour votre attention et bon courage.